Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est extrait des Fleurs du Mal, il est extrait de la première section, Spleen et idéal, et il s'agit précisément du troisième poème qui porte le titre Spleen dans le cycle de 4 poèmes de Spleen qui achève la section Spleen et idéal. Section qui s'ouvrait précisément sur un poème nommé Bénédiction, qui montrait cette fameuse bénédiction du poète. Alors, que reste-t-il de cette bénédiction? Nous sommes à la fin de la section. Eh bien, il n'en reste que du spleen. Je propose ainsi la lecture. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Qui de ses précepteurs, méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes? Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque ballade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit fleur-de-lysée se transforme en tombeau, et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudiques toilettes pour tirer un souris de ce jeune squelette. Ainsi donc, nous pouvons nous poser la question suivante, l'inspiration poétique est-elle une bénédiction? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 mouvements. Un premier mouvement qui cherchera à identifier le comparé. En l'occurrence, nous ferons une étude un peu plus précise des 2 premiers vers. Ensuite, nous ferons l'étude du spleen comme thématique, c'est-à-dire cette mélancolie, dans la relation de ce roi avec un certain nombre de personnages. Ce seront les vers 3 à 12. Et enfin, nous étudierons l'origine de cette mélancolie dans la dernière partie avec le dernier intervenant, le savant, vers 13 à 18. Je commence ainsi le commentaire. Le poème s'ouvre sur une comparaison explicite. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux. Ici, le je, traditionnellement, pourrait se rattacher sinon à Baudelaire, puisque dans ce texte, nous n'avons pas de biographème qui nous permette d'identifier clairement Baudelaire, mais on peut au moins dire qu'il s'agit de la figure du je poétique, du poète qui s'exprimerait. Et donc, ce poète s'identifierait au roi d'un pays pluvieux. Immédiatement, la thématique de la mélancolie convoquée par le titre, spleen, qui signifie justement cette mélancolie, va être présente dans l'adjectif pluvieux, présent de 2 manières, puisque précisément, pluvieux, ça peut désigner la pluie, comme si le ciel pleurait, en quelque sorte, mais on peut aussi entendre plus vieux, il s'agirait d'un temps révolu, un temps passé, pour lequel éventuellement le jeu poétique pourrait éprouver de la nostalgie. Ce roi est ensuite qualifié par 4 adjectifs. Riche, impuissant, jeune et très vieux. La première remarque sur ces adjectifs est qu'ils fonctionnent par paire paradoxale, riche et impuissant, jeune et très vieux. Ces 4 adjectifs définissent évidemment le roi, mais puisque le roi est comparé au jeu, ils définissent aussi le jeu. Ainsi, ce serait le jeu qui serait riche et impuissant, jeune et très vieux, définissant ainsi comme une posture de poète maudit. Mais l'on peut trouver un autre intérêt à l'énumération de ces adjectifs, intérêt qui va être explicité par la diérèse, très vieux, qui répond au vers précédent, plus vieux. Alors cette diérèse, du coup, aurait pour charge d'insister sur la rime. L'insistance sur vieux nous amène à remarquer que la rime elle-même est riche. Or précisément, cette richesse de la rime répond au premier adjectif de l'énumération, riche, en début de vers, et ainsi on peut remettre en question éventuellement l'identité de ce jeu, puisque s'il est a priori le poète, il pourrait être aussi le poème, qui, comme ce roi du pays pluvieux, ce poème est effectivement riche, au moins dans ses rimes, impuissant dans le fait qu'un poème ne change pas le monde, il peut éventuellement engendrer une action dans de la poésie engagée, mais donc non seulement ici ce n'est pas un poème engagé, mais même s'il était engagé, c'est l'action qui change le monde, ce n'est pas le poème en lui-même. Et effectivement, le poème est à la fois jeune et très vieux. Il est très vieux en ce sens que c'est une forme d'un genre littéraire que l'on retrouve dès l'Antiquité et qui, par ses différentes itérations, perpétue comme une jeunesse. Ainsi donc, dans cette comparaison initiale, nous avons la mise en place du poète
comme roi riche et impuissant, mais aussi et surtout du poème comme expression de ce spleen, le poème étant la manifestation finalement de la mélancolie. Je passe ainsi à la deuxième partie qui va illustrer cette mélancolie par la relation du roi avec 4 types de personnages. Nous commençons avec les précepteurs. Ainsi, donc, les précepteurs seraient donc la critique ou les professeurs qui vont fixer les règles. Le poème méprise les courbettes dans le sens où il échappe à une forme de dévotion factice. Et donc ce roi s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Dans la comparaison, comme avec d'autres bêtes, on a l'impression d'une assimilation des précepteurs à la bête, puisque les chiens, comme les précepteurs, pourraient faire les courbettes. Or, les chiens sont comparés aux autres bêtes, donc les précepteurs sont eux-mêmes d'autres bêtes. Donc cette thématique de l'ennui, qui est liée au spleen, puisque le spleen est une manifestation de mélancolie, d'ennui, va être essentiellement dans la relation que le roi entretient avec ce qui devrait pouvoir l'égayer. C'est ce qu'illustre le vers 5 avec la multiplication des négations. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Outre cette accumulation négative qui est typique de la perception splénétique du monde, eh bien c'est la perpétuation aussi de ces paradoxes qu'on trouvait avec les adjectifs, mais ici le paradoxe se loge dans cette conjonction du verbe égayer et de l'adjectif mourant, comme si le spectacle de la mort aurait pu l'égayer, mais en l'occurrence ne le fait pas. Autre point d'intérêt ici, on se retrouve avec un contexte médiévalisant qui était convoqué par la comparaison au roi, mais ce qui est intéressant, c'est de noter le présent d'énonciation, comme si il y avait projection du poète dans ce temps passé, ou alors présent qui pourrait être présent de vérité générale si le jeu est le poème lui-même, et on aurait ici comme une définition de la poésie, ou en tout cas définition du poème. Le poème est présent de vérité générale, le poème est ennui. Troisième personnage auquel va être confronté le roi, c'est le bouffon favori. Plusieurs points d'intérêt ici. Alors la référence à la ballade, qui est un genre poétique. On retrouve aussi la figure du chiasme, avec la postposition puis l'antéposition des adjectifs. Bouffon favori, grotesque ballade. Ici, l'idée est de montrer l'enfermement dans une forme poétique figée, la ballade, et pourtant divertissante, ou en tout cas forme dite reine, puisque la ballade est effectivement une forme fixe médiévale. On est toujours dans cette impossibilité de distraction, de diversion, éventuellement. On arrive sur une dernière périphrase désignant le roi comme cruel malade. Alors ici, l'intérêt réside dans le nom malade, mais surtout dans l'adjectif cruel, puisque le cruor est le sang versé, étymologiquement, le sang versé violemment. Et donc il est malade du sang. Ce qui nous ramène du coup là encore au titre, puisque le spleen n'est pas la traduction anglaise du mot mélancolie, mais est la traduction anglaise du mot rate. Or la rate est le siège des humeurs noires, de la bile noire, bile qui du coup dans le système médical humoral peut, s'il est en trop grande quantité dans le sang, justement rendre malade. Et ici va s'expliciter le jeu comme poème. Le poème intitulé spleen est bien un cruel malade, dans le sens où le spleen est une maladie du sang. Et donc, dans ce système de théorie médicale humorale, il y a comme une espèce de fatalité qui commence à se dessiner, le fait que le poème ne peut pas échapper à sa condition splénétique. Le poème est par essence, et on retrouve là encore l'intérêt de l'utilisation du présent à valeur de vérité générale, le poème est par essence mélancolique. D'autres personnages font leur entrée, il s'agit des dames d'Atour, qui sont introduites par la référence au lit. Ainsi les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, qui cherche d'impudiques toilettes, convoque ici immédiatement l'imaginaire sexuel, avec l'image du lit fleur de lysée, qui fait référence effectivement aux fleurs de lys, caractéristiques de la royauté en France, peut-être aussi à ces petites taches en forme de fleurs de lys qui caractérisent les syphilitiques aussi, qui expliquerait du coup aussi la transformation en tombeau. Tout cet imaginaire de sexualité, éventuellement de sexualité
déviante ou maladive, va ici être l'illustration de cette dernière impossibilité de distraction, puisque là encore, on retrouve l'utilisation de la négation, ne savent plus. On termine ainsi cette partie sur une dernière construction lexicale étonnante qu'on pourrait attribuer à une oxymore. Un squelette ne peut pas être jeune, mais en même temps, ça n'en est pas tout à fait une non plus, dans le sens où il peut être nouvellement squelette. En tout cas, cette expression de jeune squelette est une dernière périphrase désignant le roi, confirmant du coup les deux adjectifs de la fin de l'énumération, jeune et pourtant très vieux. Ce jeune squelette, jeune et pourtant très vieux. Si ces deux premières parties nous amènent à considérer plus le jeu comme représentant le poème plutôt que le poète, eh bien précisément l'intitulé du parcours, Alchimie poétique, nous invite à considérer le savant qui lui fait de l'or, l'alchimiste donc, comme précisément le poète. On peut tirer de cela l'idée selon laquelle le savant qui lui fait de l'or, c'est le savant qui la rend riche. Et effectivement, la grande majorité des rimes dans ce texte, on a parlé uniquement de la première, mais la grande majorité des rimes dans ce texte est riche, et il n'y a aucune rime pauvre. Ainsi donc, c'est bien l'action de cet alchimiste, poète, qui rend le poème riche. On peut ajouter aussi à l'idée de cette richesse des rimes, le choix qui a été fait de faire un nombre impair de rimes, puisqu'il y a 9 paires de rimes, et des rimes qui sont majoritairement masculines, pour métaphoriser aussi cette puissance séminale du poème, cette puissance de germination que symbolise du coup l'inspiration poétique. Et pourtant, cette action du poète n'a jamais pu de son être, donc de l'essence de la poésie, extirper l'élément corrompu. Et cet élément corrompu, c'est précisément ce qu'interroge la problématique, puisque ce que l'on pourrait concevoir comme une bénédiction commence ici à ressembler véritablement à une malédiction. Donc le savant, qui est un nouveau Midas, finalement, manifeste par la bénédiction de l'inspiration poétique, finalement une malédiction qui est la malédiction du poème lui-même. Au cœur du poème, il y a cet élément corrompu, ce qui va être défini ensuite. On a ensuite un rituel païen, les bains de sang, vérifié par la référence à une antiquité romaine, et qui assimile du coup ce savant qui fait de l'or à plus un magicien qu'à véritablement un savant, ce qui va aller avec l'idée générale de l'alchimiste. Donc ces bains de sang, ils ont justement pour but de réchauffer le cadavre hébété, donc ce cadavre hébété qui fait référence au jeune squelette du vers 12, cadavre hébété qui est caractérisé par sa puissance au vers précédent, donc sur le vieux jour les puissants se souviennent, et donc ces bains de sang échouent, là encore, à réchauffer le cadavre hébété, et c'est là qu'on arrive finalement à l'élément corrompu qui avait été identifié au vers 14. Pourquoi est-ce qu'il y a un élément corrompu au cœur du poème ? C'est parce qu'au lieu de sang, il y coule l'eau verte du lété. Plutôt qu'une puissance de vie dans le sang, c'est une puissance d'oubli, métaphorisée par la référence au lété, qui est le fleuve infernal dans lequel les humains trouvent l'oubli de leur vie passée. Autre point d'intérêt, c'est l'adjectif verte, qui va ici illustrer le caractère de pourrissement, un petit peu de corruption. On fait ici référence à l'élément corrompu, donc la corruption de l'eau, qui est pourrie, comme le cadavre. Mais en même temps, le vert est la couleur qui symbolise la connaissance des choses cachées. Hermès Trismégiste, par exemple, est représenté avec une émeraude sur le front. Et ainsi, quel est cet élément corrompu ? C'est précisément l'oubli de quelque chose que l'on connaissait. L'inspiration poétique était précisément cette connaissance qui a été oubliée. Et le poème va métaphoriser l'oubli de cette connaissance. Et quelle était cette connaissance ? Tout simplement, c'était la connaissance de l'idéal. Ainsi donc, l'inspiration poétique est-elle une bénédiction ? Premier élément d'importance, ce poème, Spleen, nous révèle que la poésie est supérieure au poète. Et que le poème lui-même, s'il pourrait être l'équivalent de l'homme, lui est toujours supérieur. Ce poème ne représente pas le poète, elle représente le poème en lui-même. Le poète étant représenté à l'intérieur, à travers la figure de l'alchimiste.
Deuxième point d'intérêt, eh bien, ce poème est assimilé explicitement à une maladie. Le poème étant cette capacité de bien dire le mal à dire, il est précisément l'incarnation du spleen. C'est-à-dire que l'inspiration poétique est une bénédiction dans le sens où le spleen est une mélancolie qui dépend de l'oubli. De quoi spleen est-il le spleen ? Eh bien, il est le spleen d'un idéal perdu, à travers les eaux vertes du Lété. Si la section s'ouvrait sur cette idée de bénédiction, ici, cette bénédiction est perdue, dans le sens où la poésie est précisément cette malédiction qui permet de prendre conscience de la bénédiction perdue, celle de notre connaissance d'un idéal. L'inspiration poétique est donc la bénédiction initiale, et la poésie, le poème, est la malédiction qui permet de prendre conscience de cette bénédiction perdue. Pour la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter les propositions subordonnées du vers 9 à 12. Du vers 9 à 12, nous avons 3 verbes conjugués, transforme, est et savent. Pour trouver les propositions subordonnées, nous pouvons commencer par nous pencher sur les mots que l'on sait introduire des propositions subordonnées. En l'occurrence, ici, nous avons le pronom relatif qui, au vers 10, qui désigne les dames d'Atour, qui reprend, puisque c'est un pronom, les dames d'Atour. Et ainsi, nous pouvons identifier pour qui tout prince est beau comme une proposition subordonnée relative, qui complète l'antécédent dame d'Atour. Nous n'avons aucun autre introducteur de proposition subordonnée, ce qui nous amène du coup à considérer la première proposition, son lit fleur de lysée se transforme en tombeau, comme une proposition indépendante, et la proposition suivante, et les dames d'Atour ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un sourire de ce jeune squelette, tout ça comme une proposition principale dirigeant la relative pour qui tout prince est beau. Cependant, nous pouvons ici relever 2 verbes à l'infinitif, en l'occurrence trouver au vers 11 et tirer au vers 12. Pour savoir si ces verbes ont ou non une fonction verbale, il faut vérifier s'ils possèdent ou non un COD. En l'occurrence, trouver possède le COD toilette et tirer possède le COD souris. Ils sont donc bien noyaux de propositions infinitives. En l'occurrence, trouver d'impudique toilette occupe la fonction COD du verbe savoir, ils ne savent plus quoi trouver d'impudique toilette. On peut donc bien identifier ces infinitifs comme une proposition subordonnée conjonctive complétive. Pour ce qui est de la proposition qui entoure l'infinitif tiré, pour tirer un souris de ce jeune squelette, introduite par pour, on peut identifier du coup ici que cette infinitive est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, en l'occurrence une circonstancielle de but. Nous avons donc 3 propositions subordonnées, une relative, une complétive et une circonstancielle.